Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Idier qui vient nous parler de Dans la tanière du tigre, un roman publié cette année chez Stock. En fin d'émission, nous serons rejoints par Sandra Borta, doctorante à l'Université Ohio State, où elle se spécialise dans l'apprentissage du français comme langue seconde. Nicolas Idier, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors Nicolas Idier, vous êtes un écrivain et haut fonctionnaire français spécialiste des mondes asiatiques. Vous êtes né en 1981 à Paris, vous découvrez la Chine et la culture chinoise à 18 ans. Vous avez passé de nombreuses années à Shanghai et à Pékin où vous avez écrit 2 romans, La musique des pierres et Nouvelle jeunesse, 2 ouvrages qui ont été traduits en chinois et en anglais. Vous avez également dirigé un ouvrage de plus de 1000 pages sur Shanghai, paru dans la prestigieuse collection Bouquins. En 2014, vous avez quitté la Chine pour occuper de nouvelles fonctions en Inde, à l'Institut français de New Delhi. Pendant 4 années, professionnellement et humainement très intense, vous avez voyagé à travers le sous-continent indien, rencontré des écrivains, des artistes, des intellectuels, des activistes. Vous avez également fréquenté les sphères du pouvoir, tout en vous familiarisant avec la vie quotidienne des habitants de New Delhi. La plus marquante de ces rencontres est sans doute celle qui vous a rapproché de la romancière Arundhati Roy, lauréate du Booker Prize pour Le Dieu des petits riens. Dans la tanière du tigre est votre 5e roman. Portrait de l'Inde d'aujourd'hui, dans ses contradictions et ses fulgurances, c'est aussi et surtout un portrait de femme. Une femme libre, engagée, qui revendique son indépendance, une voix de l'universel qui s'adresse à chacun d'entre nous. Arundhati Roy, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, habite chaque page de ce livre et c'est elle qui vous a permis d'entrer dans la tanière du tigre. Alors, précisément, commençons, si vous voulez bien, par parler de votre ouvrage à travers l'histoire de votre amitié avec Arundhati Roy. Dans votre tanière du tigre, vous évoquez votre départ de Shanghai et votre installation à New Delhi, où vous rencontrez par hasard cette grande écrivaine et militante, l'une des personnalités intellectuelles les plus éminentes de l'Inde moderne. Pourriez-vous nous parler des circonstances de cette rencontre et de la manière dont Arundhati Roy a joué pour vous le rôle de guide, sinon d'initiatrice, à la complexité de son pays? Merci beaucoup Benjamin de votre question. Écoutez, pour vous dire, Dans la tanière du tigre, c'est un récit littéraire. Donc il y a une dimension de créativité quasi romanesque qui est très forte. Donc j'ai romancé ma rencontre avec Arundhati Roy dans ce livre pour pouvoir peut-être mieux la dire, mieux la raconter. Dans la réalité, en effet, très rapidement en arrivant en Inde, j'ai été mis en contact avec le monde des intellectuels, des écrivains et des artistes indiens. Et Arundhati faisait un peu figure de grande absente de tout ça. Elle est très discrète, à vrai dire. Elle ne vit pas retranchée chez elle, mais elle est prudente vis-à-vis des personnes qu'elle rencontre, des personnes qu'elle fait entrer chez elle. Et la chance que j'ai eue, qui est en effet retranscrite dans mon livre, c'est de la rencontrer quasiment par hasard. En effet, au détour d'une rue dans le quartier dans lequel elle habite, à Jorbag. Et à compter de ce jour-là, d'avoir découvert progressivement quelqu'un grâce d'abord à la littérature. C'est-à-dire en lui parlant de livres, pas forcément les siens du reste, je les avais pas tous lus, mais de parlant de littérature française, et progressivement, je crois, grâce à la littérature, en gagnant sa confiance. Voilà. Donc pour moi, Arundhati Roy, certes, c'est une immense essayiste, une très grande analyste politique de la Chine contemporaine, mais c'est avant tout une romancière, quelqu'un qui est à l'aise dans les mots, dans les phrases, dans les livres. Et pour dire la vérité qui pour moi est la vérité d'Arundhati Roy, le fait que c'est avant tout un écrivain, une écrivaine, j'ai retranscrit cette rencontre dans le lieu parfait quand on aime la littérature, quand on aime les livres, c'est-à-dire une librairie. Très bien, merci beaucoup. Alors, dans votre tanière du tigre, vous présentez un portrait sans concession de l'Inde moderne. Vous échappez à l'exotisme facile qui aurait consisté à insister sur l'altérité radicale de ce pays par rapport à l'Occident. Et même si vous évoquez, c'est vrai, des moments d'intense beauté, des rencontres bouleversantes que vous y avez faites, vous décrivez également,
En termes clairs, la violence et le nationalisme que vous avez également observés. Page 123 de votre livre, vous écrivez, je cite, « Dès que tu défends les droits de la diversité indienne, les droits des Dalits ou des basses castes, les droits des minorités indigènes, les droits des Indiens de confession musulmane ou chrétienne, les droits des paysans expropriés de leurs terres, dès que tu défends la constitution indienne, tu es mis sur la liste A. » Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire davantage sur cette liste A et nous décrire plus largement le traitement infligé de nos jours à tout ce qui fait figure de minorité en Inde, que ce soit les membres des castes dites inférieures ou bien des minorités religieuses? Alors, j'ai pas voulu faire un livre qui ignore en effet cette partie de la réalité indienne. Je crois que j'ai avant tout voulu faire un livre de portrait de l'Inde d'aujourd'hui, dans ce qu'elle a de meilleur, donc notamment avec le visage d'Arundhati Roy et d'autres personnages que j'ai eu la chance de rencontrer pendant mes années en Inde. Et je crois que chaque pays a le droit aussi d'être vu dans sa part d'ombre. Et c'est sûrement grâce à ces ombres que la lumière se fait. Et l'ombre aujourd'hui de l'Inde, c'est en effet une ombre peut-être ancienne, peut-être enfouie depuis très longtemps dans cette tanière où on voit les grands fauves. Et cette ombre, en effet, c'est celle des identités ethniques, religieuses, qui sont censées, d'une certaine manière, ne jamais se confondre, ne jamais se superposer et définir, plus que toute autre chose, plus que le caractère, plus que la volonté, de définir les êtres humains. La liste A que vous mentionnez, que je mentionne dans mon livre, c'est la liste des antinationalistes. Euh, une liste qui finalement, dont on voudrait presque tous faire partie, puisque à partir du moment où on est démocrate, on voudrait faire partie de cette liste A. Bien évidemment, dans la vision du gouvernement de Narendra Modi, il ne faut pas en faire partie, puisque c'est la liste de tous les ennemis de l'Inde. Puisque qui n'est pas nationaliste est ennemi du pays. Tout le hiatus est là, finalement. Et donc, cette liste, c'est tous ceux qui ne sont pas les citoyens parfaits. Tous ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas comme un seul homme derrière le gouvernement du BJP. Et naturellement, quelqu'un comme Arundhati Roy, quelqu'un comme un écrivain libre et indépendant, comme un universitaire qui cherche à étudier en toute objectivité, sans forcément être un attaquant, un opposant direct du régime, mais toute personne qui n'est pas avec ce régime est contre le pays. Voilà la liste A. C'est tous ceux qui sont non pas contre leur pays, parce que je crois par exemple qu'Arundhati aime son pays, de la même manière que j'ai adoré l'Inde. C'est un pays bouleversant d'intelligence, de profondeur, d'intérêt historique, de beauté. Mais malgré ça, le problème, c'est qu'il y a une confusion étrange par les identités qui enferment et non pas qui libèrent entre le gouvernement d'aujourd'hui, nationaliste, d'extrême droite nationaliste, et l'idée même de l'Inde. Très bien, alors continuons justement à explorer cette question. Je voudrais en effet vous interroger sur l'évolution historique récente de l'État indien. Vous écrivez dans votre ouvrage, je cite, « L'Inde est passée en quelques années seulement de Gandhi à Modi, de la non-violence à l'ultra-violence ». Pourriez-vous nous en dire plus sur les raisons historiques qui ont conduit à ce passage radical de la non-violence à l'ultra-violence contemporaine et nous expliquer si, depuis votre retour en France à l'automne 2018, cette tendance que vous avez observée en Inde est en train de se confirmer? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Inde, donc j'ai vu l'Inde par mes yeux d'écrivain. J'ai voulu la comprendre grâce à la littérature. Donc, ce sont des sensations qui, évidemment, se complètent par la vérification sociale de l'actualité politique, mais c'est avant tout un regard d'écrivain. Mais ce regard d'écrivain, en effet, a été blessé par la violence quotidienne et croissante de l'Inde telle que je l'ai connue pendant plus de 4 années, de 2014 à 2018. Quand je parle d'une violence qui se radicalise depuis plusieurs années, c'est que d'abord, en effet, il y a des choses qui sont surprenantes. Il y a le poids des symboles et notamment du fait que les deux grands personnages de l'Inde contemporaine, celui qui est probablement à l'origine de la République indienne,
Donc Gandhi, cette grande figure de la paix, cette grande figure de la non-violence, de la désobéissance civile pour faire reculer le colon britannique, mais sans employer la violence. Et le Premier ministre actuel, depuis 2014, qui déploie, et pour répondre à votre question, qui la déploie toujours plus, avec toujours davantage de moyens administratifs et légaux, notamment des actes sur la citoyenneté, des remises en question même de la possibilité pour les communautés de vivre ensemble. Mais ce qui m'a choqué, ce qui a choqué mon regard d'écrivain, euh, qui a choqué un regard d'écrivain qui est attentif aux symboles, aux signes, un peu aux signes parfois poétiques, c'est que ces deux personnes viennent de la même ville. Ils viennent du même État, en tout cas, du Gujarat, d'Ahmedabad, et que finalement, entre Gandhi et sa non-violence et Modi, qui, lorsqu'il était gouverneur du Gujarat, et ça, c'est pas moi qui le révèle, hein, c'est une donnée historique malheureusement très bien connue, a été celui qui a couvert une partie des massacres, employons le mot, contre la communauté musulmane d'Ahmedabad et du Gujarat en général. Ces deux personnes viennent de la même ville. Ces deux personnes viennent du même berceau. Mais au-delà du symbole de Gandhi à Modi, il est toujours intéressant et assez déstabilisant de voir que l'Inde, qui est un pays qui inspire immensément de poètes, beaucoup d'écrivains, depuis Romain Rolland, en passant par enfin, énormément d'écrivains français, anglais, bien sûr, mondiaux, et les écrivains indiens eux-mêmes, c'est aussi le pays qui les détruit. C'est très paradoxal de voir un pays d'où vient, par exemple, le bouddhisme, cette grande figure de Bouddha, du prince Sakyamuni, Siddhartha, le parfait, qui a atteint l'illumination grâce à la non-violence, voir ce pays qui est aussi celui où germent eh bien, les virus les plus terribles du monde, de la violence, du racisme, quelque chose d'aussi, un racisme aussi fort, parce que très sanguin que les pires exemples que nous avons dans l'histoire. C'est vraiment paradoxal. Et pour un écrivain qui n'est pas spécialiste, qui arrive, comme ce fut mon cas, d'un pays très dur aussi, la Chine, et qui pensait, ce qui était mon cas, naïvement, découvrir en Inde une grande démocratie, un pays où les conflits sociaux sont réglés, où l'individu peut trouver sa place et s'épanouir en tant que citoyen, découvrir ce germe de violence qui se développe au quotidien, c'était un choc. C'était un choc très grand. Alors, vous venez d'évoquer un certain nombre de paradoxes. Je voudrais qu'on en évoque ensemble, si vous voulez bien, un autre au sujet de la condition de la femme en Inde. Vous racontez que c'est en Inde, précisément, que votre deuxième enfant, une petite fille, est venue au monde. Cet événement vous amène à vous interroger sur la place faite aux filles dans la société indienne, où 63 millions de filles ne sont pas venues au monde depuis que, dans les années 1970, les échographies prénatales permettent de déterminer le sexe de l'embryon. Mais simultanément, vous remarquez aussi que l'Inde est l'un des premiers pays au monde à avoir élu une femme à sa tête, un événement qui s'est produit en 1966 avec l'arrivée au pouvoir d'Indira Gandhi. En outre, l'Inde est un pays où l'on rencontre un nombre important de femmes à la tête d'entreprises ou bien dans des rôles importants au sein du monde de la politique, de l'enseignement supérieur, comme dans les secteurs bancaires et hospitaliers. Alors comment expliquez-vous ce paradoxe de la société indienne, qui est à la fois un pays où 250 000 petites filles meurent chaque année avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans en raison de négligence ou de malnutrition, et un pays où les femmes ont néanmoins pu conquérir une position dominante dans de nombreux domaines? Tu sais, je crois que le mot clé, vous venez de le citer, c'est position dominante. L'économiste Esther Duflo, qui est une très grande analyste de l'Inde contemporaine, a également, avec son observatoire de la pauvreté, analysé le substrat économique finalement des inégalités. Amartya Sen aussi, l'a très bien décrit, prix Nobel d'économie dans un certain nombre de ses livres, notamment le pays des premiers nés, des premiers garçons. Finalement, tout dépend le milieu d'où vous venez. Euh, les inégalités, la première inégalité en Inde, c'est celle de la naissance, hein. Vous naissez, vous avez la chance de naître du bon côté de de l'échelle des castes. Les choses se passeront plutôt bien, même si vous êtes une femme, et peut-être à égalité avec les hommes, hein, même dans certaines familles, on le voit bien.
Donc, dans les grandes dynasties, par exemple, Indira Gandhi, c'est la grande dynastie de la famille Gandhi. Donc, les choses sont possibles. Il y a beaucoup de femmes politiques, hein. Narendra Modi a des femmes, a plusieurs femmes dans son gouvernement, hein. Donc, lui-même n'est pas, comment dire, à proprement parler, anti-femme. Mais dès qu'on entre dans des zones plus difficiles socialement, les zones de la, de la classe moyenne qui a des difficultés à vivre, si on descend encore un petit peu dans les classes les plus laborieuses, et bien là, en effet, la discrimination est terrible. Et avoir une fille, c'est potentiellement un appauvrissement supplémentaire. Et donc là, vous avez en effet une discrimination terrible qui se passe en effet, comme vous l'avez dit, parfois même avant la naissance, bien que ce soit théoriquement interdit. En fait, c'est ça aussi qui m'a beaucoup marqué et qui a également marqué, là aussi, c'est une question de mots et de vérité. Ce qui sont les obsessions quand on est écrivain, c'est, comment dire, j'allais employer le mot d'hypocrisie, je ne sais pas s'il est juste, mais en tout cas, le fait qu'on nous dit beaucoup, par exemple, en Inde, il n'y a plus de discrimination par les castes. Voilà. Et puis, vous arrivez, au bout de quelques semaines, vous en voyez partout des discriminations par les castes. On vous dit en Inde qu'il n'y a plus d'inégalité homme-femme. Et puis, au bout de quelques semaines, vous vous rendez compte, en effet, que malgré le fait que déterminer le sexe à l'échographie est interdit, et même dans les cliniques, moi je l'ai vu, puisque j'ai suivi la grossesse de mon épouse, eh bien, il y a des panneaux avec marqué que ça peut être très lourdement puni que de demander le sexe de l'enfant, du fœtus, à l'infirmière ou au médecin. Malgré ça, il y a une discrimination avant la naissance. Donc, c'est un pays où on ne sait jamais exactement entre le mot et la vérité, entre l'action, entre ce qui est dit et l'action réelle, on ne sait jamais exactement où est-ce qu'on est. C'est un pays, en fait, où à force de vouloir trop comprendre, toutes les frontières ont tendance je dirais à se brouiller, à s'embrouiller. Alors, poursuivons cette réflexion en parlant tous les deux de l'injustice sociale. Vous écrivez dans votre texte, en Inde comme ailleurs, les personnes les plus diplômées sont aussi celles qui acceptent le plus facilement les injustices sociales. Elles collaborent avec la violence et s'en lavent les mains. Elles pointent un doigt accusateur sur les autres, oubliant que les petits délinquants sont rarement ceux qui commettent les plus grands crimes. Plus loin, dans le même chapitre, vous déclarez que la caste est cet éléphant invisible qui écrase la société indienne. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la manière dont le système des castes continue à structurer la société indienne, alors que, sans avoir été aboli, il est toutefois contredit par les articles 15 et 17 de la Constitution indienne de 1950, deux articles qui interdisent toute discrimination basée sur la religion, la caste, le sexe ou le lieu de naissance et abolissent la notion d'intouchabilité. Voilà, exactement. Vous posez vraiment les mots sur ce paradoxe indien, cette différence, comme s'il y avait une réalité qui était très belle, celle de la constitution indienne, qui a été savamment rédigée, construite, sur laquelle s'est construite une république démocrate, enfin une république libre et basée sur un système démocratique, celle de l'Inde d'aujourd'hui. Et puis vous avez cette réalité un peu comme un peu comme une vague en fait qui vient battre contre le flanc en calcaire d'une falaise et qui progressivement la ronge progressivement et jusqu'à en faire s'effondrer littéralement certains blocs. Et tant que le bloc ne s'effondre pas, on ne voit pas ce qui est érodé. Et puis un jour, le bloc s'effondre. En effet, la Constitution, comment dire, fait figurer très nettement l'absence possible, toute absence, enfin toute discrimination par la caste. Et la réalité, c'est que la vie indienne, dans sa quotidienneté, ne fait que faire ça, si vous voulez, en permanence, vraiment en permanence. Et c'est vrai que c'est Arundhati Roy qui m'a permis, parce que c'est quelque chose qui rend un peu fou, hein, on comprend pas. Enfin, c'est à moi encore une fois d'être un très grand spécialiste, parce qu'il y a des universitaires, bien sûr, qui étudient ça dans le détail, mais quand on n'est pas un spécialiste de l'Inde, je ne suis pas un spécialiste de l'Inde, qui arrive et qui essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, et qui en même temps lit des livres. Il y a vraiment des choses dont je me demandais si tout simplement quelque chose que je ne comprenais pas, qui était de l'ordre de
Et c'est grâce à Arundhati que j'ai découvert ça, et aussi un peu grâce à la Chine, puisque cette histoire d'éléphant invisible, je la trouve finalement très parlante, hein. On a finalement dans chaque pays, il y a un éléphant invisible. Ce que le régime ne veut pas voir ou ce que nous ne voulons pas voir. En Chine, par exemple, c'est un intellectuel chinois qui s'appelle Xu Zheyuan qui avait lancé ça à la fin d'une de ses conférences. Il avait dit, voilà, il y a ici, on avait beaucoup parlé de liberté, de volonté individuelle, de possibilité de mouvement, de liberté d'expression. Et la liberté était presque totale lors de cette conférence. Le public réagissait, il y avait des questions intéressantes. En fait, on se croyait presque, on se serait presque cru dans un pays libre. Et à la fin, Sud Yuan a cette phrase terrible en disant bah, tout ça est bien beau, mais il y a dans cette salle l'éléphant invisible de la démocratie, qui est invisible tout de même. Alors en Inde, voilà, c'est l'éléphant invisible, non pas de quelque chose de positif et désirable comme la démocratie, mais de la caste, c'est-à-dire quelque chose d'immense qui écrase tout sur son passage, mais que savamment, on a effacé, on a invisibilisé. Alors, il y a dans votre texte une dualité à laquelle je voudrais rendre hommage d'une certaine manière, parce que c'est à la fois un essai sur l'Inde, mais c'est aussi une œuvre littéraire, un texte autobiographique. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cet aspect maintenant de votre texte, cet aspect proprement littéraire et autobiographique. Alors, dans ce texte, vous décrivez, n'est-ce pas, une série d'arrachements. Le premier de ces arrachements est celui qui vous conduit en Inde depuis la Chine, où entre 2010 et 2014, vous avez été attaché culturel pour le livre et le débat d'idées auprès de l'ambassade de France. Cet arrachement est particulièrement douloureux en raison de votre profonde affection pour la culture chinoise. Ce besoin de partir demeure mystérieux pour vous-même, du moins me semble-t-il, comme s'il répondait à une obscure nécessité intérieure. Le second arrachement dont vous témoignez est celui qui vous conduit à soudain quitter New Delhi, vous avez formé des amitiés, des attaches, pour vous lancer dans un long voyage à travers l'Inde. À vous lire, je me suis rappelé ces vers célèbres de Blaise Cendrars, que vous connaissez sans doute. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Alors, dans La tanière du tigre donne en effet l'impression que vous adhérez à cette leçon paradoxale, comme si le moment du confort et de l'apaisement était celui qui imposait le départ et le bouleversement. Maintenant que vous êtes revenu d'Inde, ce besoin d'arrachement que vous décrivez est-il plus intelligible pour vous-même et vous arrive-t-il de l'éprouver encore ? Je pense en effet que pour écrire, faut avoir un feu intérieur. Faut que les flammes vous obligent à avancer. Euh, il faut qu'elles vous obligent, soit qu'elles sont en vous, soit qu'elles sont derrière vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se consume et qui, à force de se consumer, soit s'éteint et ça devient un petit tas de cendres, ou soit vous brûle entièrement et c'est pas forcément recommandé. Quittant la Chine, en fait, j'ai quitté un pays, en effet, dans lequel j'avais vécu, certes, 4 ans à Pékin dans une fonction diplomatique, de diplomatie culturelle, mais beaucoup plus longtemps encore en tant qu'étudiant, en tant que jeune auteur, puisque le livre sur Shanghai, je l'ai fait donc à Shanghai enfin voilà, longtemps avant 2010. Et ce pays, je l'aime toujours énormément, bien sûr. Et peut-être qu'en effet, la leçon de Blaise Cendrars s'applique vraiment à ça, c'est-à-dire quand on aime, il faut partir. Il y avait quelque chose j'y avais écrit 2 livres, 3 livres même, avec le Shanghai. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer à écrire, et puis aussi peut-être j'avais peur de devenir, vous savez, il y a un moment où les pays se referment sur vous. Peut-être que, peut-être que c'est votre cas avec les États-Unis, je ne sais pas, mais où tout est tellement là qu'il est dit quasiment impossible d'en repartir. Quasiment impossible. Et ce qui n'est pas forcément un mal. Mais avec la Chine, je me suis senti à un moment dans cette position, me dire finalement, je ressemble à ces étrangers qui sont devenus presque chinois, sans l'être jamais vraiment, puisque c'est impossible de totalement me transmigrer vers une autre identité que la sienne. Et j'ai eu peut-être aussi un peu peur de ça. Et l'Inde est apparue à la fois comme un défi, comme une épreuve, mais aussi un peu, je dois le reconnaître, comme une voie de secours. Parce que je m'éloignais pas tant de la Chine. Je restais dans la périphérie presque du monde chinois, puisque je remontais tout simplement, je traversais la chaîne de l'Himalaya
comme le bouddhisme l'avait fait, comme les pèlerins chinois l'avaient fait avant moi. Et finalement, j'avais encore un peu la Chine. Il suffisait que je me mette sur la pointe des pieds, ce que je croyais du moins, pour apercevoir la Chine, même depuis New Delhi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, finalement, ça a été très dur, ça a été un arrachement, mais un arrachement constructif, puisque j'en ai sorti ce livre. J'y ai découvert des personnes formidables qui sont devenues en effet des grandes amitiés. Et après, pourquoi être rentré en France? Pourquoi avoir quitté l'Inde? C'est-à-dire pourquoi avoir quitté une deuxième fois? Bien là, j'avoue que je n'ai pas vraiment la réponse. Je crois aussi que la violence de l'Inde, il fallait que je la canalise quelque part. Il fallait que je puisse en faire quelque chose qui soit juste à moi. Et j'aurais peut-être dû rester en Inde, je ne sais pas, j'y pense beaucoup. C'est une question qui est irrésolue pour moi, hein. Je ne suis pas sûr d'avoir pris la bonne décision en rentrant en France, vraiment pas. Mais, mais en tout cas, si je n'étais pas rentré en France, je ne sais pas comment j'aurais pu canaliser l'énergie incroyable de ce pays. Et pour écrire ce livre, il fallait peut-être que j'ai quitté le pays pour pouvoir tout simplement avoir suffisamment de calme alentour, pour que les choses se reposent un peu, que ça infuse aussi, que ça se décante et que je puisse écrire. Car écrire au milieu du tourbillon, peut-être que c'est quelque chose que certains grands aventuriers peuvent faire, des journalistes, des reporters de guerre qui écrivent sur leurs genoux dans les tranchées de la guerre. Et moi, je crois que j'ai besoin un peu de temps aussi pour m'approprier le sujet, pour m'approprier toutes les sensations, pour pas être débordé non plus par mes émotions. Et peut-être qu'en quittant l'Inde, je me suis tout simplement offert la possibilité d'écrire sur l'Inde. Très bien. Alors, en raison de vos années passées à Shanghai, juste avant votre installation en Inde en 2014, le souvenir de la Chine se glisse régulièrement dans les pages de votre Tanière du Tigre, de sorte que l'on peut lire votre ouvrage comme une sorte de portrait croisé entre l'Inde et la Chine moderne. Vous confrontez notamment l'existence d'une contre-culture parmi la jeunesse chinoise à son absence à peu près complète au sein d'une société indienne qui semble beaucoup plus conformiste. Alors, quelles ont été vos principales surprises en arrivant en Inde lorsque vous avez commencé à comparer ce pays à la Chine que vous quittiez à peine? En effet, la Chine que j'ai connue, celle que j'ai décrite dans mon roman Nouvelle jeunesse, c'est la Chine finalement d'une jeunesse qui sait sans arrêt se libérer du carcan officiel, de l'espèce de machine État qui régente les vies, un peu comme une sorte d'énorme plan d'urbanisme et de dirigisme à l'échelle de tout un pays, par des stratégies finalement très humaines, notamment l'expression artistique, la fête, la liberté des mœurs et cette possibilité tout simplement de s'échapper un petit peu quand la nuit tombe. Et je l'ai vu à Pékin, je l'ai vu à Shanghai, je l'ai vu dans les grandes villes chinoises. C'est pas forcément la même chose à la campagne, hein, vous me direz. Mais en tout cas, dans les grandes métropoles, la jeunesse chinoise urbaine, même celle qui n'est pas très fortunée, hein, même celle qui vraiment est la jeunesse étudiante, hein, elle a toujours eu ça. Elle l'a eu dans les années 80, le premier printemps de Pékin, avec le mur de la démocratie en 1979. Elle l'a eu pendant 10 ans jusqu'au 4 juin 1989 et le massacre de la place Tiananmen, où c'était une décennie où on créait, mais où on faisait aussi beaucoup la fête, où on découvrait le rock, on découvrait la musique occidentale, on se libérait de beaucoup de choses. Ça a repris dans les années 2000, ça a repris à Shanghai, ça a repris à Pékin et dans les autres villes. Et j'ai toujours considéré que la fête était une sorte, en Chine du moins, une sorte de combat politique, une manière de montrer qu'on restait libre et que peut-être la politique pouvait diriger le jour, mais que la nuit, c'était une autre règle, une autre loi. En Inde, en effet, j'ai essayé de chercher. Alors, il y a des endroits où on peut boire un verre, il y a quelques boîtes de nuit, des choses comme ça, mais ça m'a toujours donné l'impression d'être très, très commercial déjà. Il y a beaucoup moins de mouvements spontanés, beaucoup moins de boîtes de nuit punk complètement underground. Finalement, les loisirs en Inde sont très, très codifiés, très, très, très commerciaux, voilà, tout simplement. Les plus grandes fêtes en Inde, ce sont les mariages, c'est-à-dire quelque chose finalement, on le voit dans les films Bollywood, hein, quand on veut montrer la dimension très festive de l'Inde, on montre quoi? On montre un mariage. Et le mariage, c'est peut-être le triomphe absolu de la norme.
où tout vous rattrape, votre identité religieuse, géographique, familiale, votre capacité économique, puisque c'est en fonction de ce que vous payez que vous pourrez vous payer un plus ou moins beau mariage. Et donc voilà, la plus grande des fêtes en Inde, c'est les mariages. Et la plus grande des fêtes en Chine, ou c'était, parce que je crois que les choses changent vite, malheureusement, aussi dans ce pays, c'était les fêtes sauvages dans les périphéries des grandes villes. Et ce qui m'a le plus marqué en Inde, finalement, c'est ça. Et en revanche, je critique pas l'Inde, je critique sûrement pas les Indiens. Je pense que ça s'explique aussi parce que la meilleure fête possible, la meilleure manière de faire la fête, c'est rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. C'est là où les fêtes sont les plus belles, c'est quand elles offrent la possibilité de la surprise, de l'inattendu, de l'étonnement. La fête, lorsque tout est écrit par avance, c'est beaucoup moins drôle. Or, en Inde, vous êtes un peu contraint de fonctionner par cercle, par milieu extrêmement défini. Vous connaissez donc toujours un peu tout le monde. Donc en fait, les fêtes, parfois, sont très belles. Chez les gens riches, elles peuvent être somptueuses, mais c'est toujours de l'entre-soi. Vous voyez, c'est toujours quelque chose qui est quand même vraiment dans l'entre-soi. Et dans l'entre-soi, on fait attention, on se connaît, on se surveille. Il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas d'exubérance. Donc c'est un peu peut-être le contraire de la fête. Alors vous évoquez à plusieurs reprises l'image de, je cite, jeune homme bien élevé, qui d'après vous vous colle à la peau. Comme l'a montré mieux que quiconque Nicolas Bouvier dans son œuvre, le voyageur change en profondeur celui ou celle qui en fait l'expérience. Bouvier a en effet cette phrase très fameuse: on croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Alors diriez-vous aujourd'hui que votre voyage en Inde a défait le jeune homme bien élevé que vous évoquez dans votre livre? Je vais vous répondre très, très honnêtement, je pense pas qu'il m'ait changé. Et je pense du reste que Nicolas Bouvier, toujours dans ce même livre, L'usage du monde, a dit qu'on croyait revenir différemment et qu'en fait, le voyage était aussi un peu comme une eau, comme une pluie qui coule sur vous et on revient un peu tel qu'on était. Mais on revient avec des mots, on revient avec des visages, on revient avec parfois des douleurs aussi, des tristesses ou des deuils. Et ça ne change pas forcément exactement ce qu'on est. Je crois que je reste finalement peut-être de moins en moins jeune, mais toujours homme et toujours bien élevé. En revanche, j'ai grandi ma part de... Je crois avoir grandi deux choses. J'ai grandi en Inde ma part de deuil et de tristesse. Car, encore une fois, je crois qu'on ne sort pas indemne d'un voyage tel que celui-ci. Dans La tanière du tigre, c'est aussi un peu un journal de deuil, d'une certaine manière, que je n'écris pas, mais par exemple, un certain nombre de personnes que j'aimais beaucoup et dont le portrait figure dans ce livre ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Et souvent de manière très injuste, hein, parce que précisément, le système les a un peu écrasés. Ça, j'ai grandi la part de deuil que j'avais en moi, mais j'ai aussi grandi la part d'espoir car j'ai vu, et ça je ne l'oublierai jamais, et ce livre aussi, c'était une manière de rendre hommage à cet espoir, que même dans les situations les plus difficiles, la vie reste très belle et que l'espoir est toujours là. Et, et finalement, je crois que c'est ça aussi la grande leçon indienne, c'est de ne pas jamais se désespérer des choses, même lorsque vraiment les choses sont dramatiques, il y a toujours une lumière qui reste. Il faut s'accrocher à cette lumière-là. Très bien. Alors je laisse à présent la parole à Sandra Borta, doctorante dans notre université, qui a préparé des questions au sujet de votre ouvrage. Alors, j'ai trouvé très intéressante votre manière de décrire la ville de Delhi comme un virus inoculé dans votre corps. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation dans une autre ville du monde ou c'est Delhi qui a quelque chose de spécial? C'est vrai que quand on arrive à Delhi, quand on descend de l'avion sur l'aéroport Indira Gandhi, il y a quelque chose qui se produit tout de même. Il y a à la fois déjà la température. Il fait très chaud, ou il fait très froid. Du reste, en janvier, ça commence c'est humide. Il y a quelque chose qui vous enveloppe, en tout cas. Vous voyez, c'est quelque chose où vous êtes vraiment enveloppé. Puis après, ça va au-delà de cette sensation physique. Il y a tout ce qui se passe autour. De toute cette espèce de d'agitation, de choses à la fois très belles et beaucoup moins belles. Tout ça arrive très rapidement et c'est vrai que pour l'œil, l'oreille
il y a une sorte aussi de trop-plein, enfin de trop-plein de choses, d'émotions, de vision et aussi de sons qui arrivent. Et je crois que Delhi, pour le coup, c'est une des villes uniques en son genre pour ça. Je l'ai vécu évidemment à Pékin, où il y a quelques années de cela, maintenant c'est terminé, mais il y avait aussi une forme d'odeur, quelque chose comme ça, probablement lié aussi à la pollution, hein. Mais, mais Delhi, c'est vraiment différent. C'est pas, certes, il y a la pollution, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai que ça entre dans votre corps, hein. Enfin, c'est pas simplement une métaphore. Tout ça entre vraiment, vous impacte. Ça crée une perception différente des choses. Les odeurs, et notamment la pollution, qui est très très forte en Inde, dans certaines périodes de l'année, vous respirez difficilement, vos yeux vous grattent, vos oreilles vous font mal. Si vous entrez ensuite dans le centre-ville en taxi, les taxis à l'aéroport bougent énormément, vous êtes pris dans les chaos, vous n'arrêtez pas de bouger, vous vous faites mal un peu partout. C'est vrai que c'est une transformation qui ressemblerait presque à une épreuve physique et un peu spirituelle, et c'est pour ça que je me suis permis d'employer ce terme de virus. Alors c'était longtemps avant tout ce qui nous est arrivé entre-temps, il y avait moins de connotations, mais c'est vrai que finalement, c'est un peu ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui entre en vous progressivement et qui vous envahit et vous transforme. Oui, merci. Alors, vous avez vécu en Chine, puis vous avez décidé de vivre en Inde, et vous y êtes allé sans connaître la langue, la culture. Vous parlez dans votre roman d'un certain je ne sais quoi qui vous pousse en dehors de votre zone de confort et vous fait voyager. Il me semble également que les expériences internationales sont enrichissantes, même si elles peuvent nous jeter en dehors de notre zone de confort, créer des ruptures. Alors, à votre avis, comment peut-on faire pour ouvrir notre esprit afin d'avoir ce courage de partir, une fois arrivé dans le pays adoptif, accepter les différences culturelles et s'y habituer? Ah oui, alors moi, je pense, vous voyez, vous posez une question importante et je vais vous faire une réponse très, très simple. Je pense que la meilleure manière, c'est l'apprentissage de la langue. Apprendre les langues, c'est absolument nécessaire parce que c'est grâce à la langue que vous passez vraiment la barrière culturelle, la barrière sociale. La langue, ça vous ouvre entièrement un pays. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de beaucoup de pays, c'est le cas de la France, c'est évidemment le cas de votre pays. Maintenant, l'Inde, c'est plus compliqué que ça parce que ce n'est pas une langue, mais c'est une profusion de langues. Et par exemple, quand vous êtes à New Delhi, déjà, une grande partie de la population parle anglais. Les gens, une certaine partie de la population parle hindi, soit les très riches, soit les très pauvres, du reste, étonnamment. Mais dès que vous sortez d'Inde, de New Delhi, vous allez à Calcutta, on parle bengali. Vous allez au Kerala, on parle malayalam. Vous allez au Tamil Nadu, on parle tamil. Vous allez au Karnataka, on parle kannada. Enfin, je pourrais vous faire la liste. C'est une liste quasiment infinie. Ce qui fait que l'Inde, finalement, même la langue ne permet pas vraiment d'y entrer en son entier. Vous pouvez entrer une région, une culture géographique, une aire géographique et linguistique particulière, comme le Bengale ou comme le Pendjab ou comme, enfin voilà, les différentes régions d'Inde. Mais même ça, l'Inde, comme si elle était rétive à toute possibilité de vraiment entrer dedans, elle vous le ferme. Ou alors, il faut parler une vingtaine de langues. Mais c'est pas facile. Merci. En découvrant votre roman, nous pouvons constater combien vous estimez Arundhati Roy. Est-ce que votre ami a eu l'occasion de lire votre ouvrage? Et si c'est le cas, quelles ont été ses réactions à la découverte d'un texte où lui réservait un portrait plein d'admiration et de tendresse? Alors, on a beaucoup parlé du livre ensemble avec Arundhati. Je lui ai envoyé de très larges extraits en anglais, notamment lorsque c'était son discours à elle. Vous voyez, le langage direct. Ça, je lui ai fait toujours valider pour pas lui mettre dans sa bouche des mots qu'elle n'ait pas prononcés. Donc ça, c'était très important. C'est un livre que j'ai construit à partir d'entretiens, vous savez.
Il y a une dimension du travail qui a consisté pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à avoir des conversations avec elle pendant lesquelles j'enregistrais ce qu'elle me disait. Et donc, à chaque fois que j'ai utilisé un passage enregistré au discours direct, je lui ai fait accepter, valider. Parfois, elle réécrivait un peu, mais en tout cas, voilà. Le livre, en revanche, le livre en son entier, n'existe pas en langue anglaise. Donc, elle ne l'a pas encore lu parce que Arundhati parle beaucoup de langues, notamment le hindi, bien sûr le malayalam, qui est une de ses langues natales. Elle parle énormément de langues, mais elle ne parle pas français, malheureusement. Et donc, il va falloir attendre quelques temps pour qu'elle puisse lire le livre. Mais vous savez, à partir du moment où on fait confiance en quelqu'un, et Arundhati, c'est une romancière qui fait confiance. À partir du moment où elle accorde sa confiance, il n'y a plus aucune raison de ne pas faire confiance. Et donc, je sais que ce livre, quand je l'ai publié, je savais déjà qu'elle ne le lirait pas tout de suite. Je savais qu'elle ne pourrait pas le valider en entier, si vous voulez. Mais je savais que j'étais à la hauteur de sa confiance en écrivant ce livre. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais c'est ce que elle dirait. Elle me dirait, Nicolas, ça va, je te fais confiance. Merci d'avoir participé à notre émission, Nicolas Hudier. Ce fut un plaisir de discuter avec vous de votre roman Dans la tanière du tigre. Merci à vous, Benjamin Hoffman, et merci à votre université et à votre étudiante. Merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est la fin de notre émission. Nous reviendrons très prochainement avec un nouvel entretien qui vous présentera le travail d'un auteur faisant l'actualité littéraire en France. En attendant cette nouvelle émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press.